L'ADEME présente Onde verte. Onde verte, le mag-info de l'ADEME, en direct sur le web. Présenté par Florent. Bonjour à toutes et à tous, voici un nouveau numéro d'Onde Verte, votre émission mag-info de l'ADEME. Nous sommes toujours en direct de Poitiers pour un 7e numéro riche et varié. Aujourd'hui, nous allons parler de territoire à énergie positive, de chaudière à bois, de mobilité professionnelle, mais aussi de réduction de déchets et fête de la Toussaint oblige, d'obsèques. J'ai le plaisir de retrouver Mathieu Anglade. Bonjour Mathieu. Bonjour Florent. On va continuer à tourner entre les différents pôles de l'ADEME Nouvelle-Aquitaine tout au long de l'année pour présenter vos thèmes d'intervention et puis partager le regard de vos équipes également sur les plus belles opérations de transition énergétique et écologique qui sont mises en œuvre dans la région. Mathieu, vous souhaitiez revenir sur un sujet que nous avons déjà abordé dans une émission précédente d'Onde Verte. Je fais référence au territoire à énergie positive, les TEPOS. En effet, c'est un sujet qu'on a déjà abordé. On en parle très souvent dans les médias, mais ce sont vraiment des territoires qui permettent d'incarner l'intégration de toutes les politiques que peut mener l'ADEME. Donc c'est dans ce cadre-là que c'est intéressant de parler de ces territoires. Est-ce que vous pouvez réexpliquer donc pour les auditeurs qu'est-ce qu'un TEPOS ? Alors un TEPOS, comme le dit l'acronyme, c'est un territoire à énergie positive. Donc c'est un territoire en fonction de sa configuration bien entendu qui d'abord travaille sur la réduction de ses consommations énergétiques et ensuite développe tout un dispositif d'énergie renouvelable pour pouvoir avoir plus d'énergie produite sur son territoire qu'il n'en consomme. D'accord, bon, on avait déjà fait un point sur une précédente émission, mais il y a un site internet pour retrouver tout ça. C'est territoire-énergie-positive.fr. Les TEPOS, aujourd'hui, il y en a combien en Nouvelle-Aquitaine ? Alors aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine, il y en a 24 territoires, du nord au sud, d'est en ouest. Et ces 24 territoires, on les réunit en réseau avec les élus, avec les techniciens et avec les acteurs locaux, de manière en fait à les faire travailler collectivement, à partager des retours d'expérience et puis à produire aussi des outils et des méthodes qui sont partagés par l'ensemble de ces territoires. Oui, d'ailleurs, vous allez les réunir à nouveau dans quelques jours ou plutôt quelques petites semaines à Jonzac ? Exactement, les 4 et 5 décembre à Jonzac, au centre des congrès, on réunit en fait ce qu'on appelle les rencontres de territoire, le carrefour des territoires en transition. D'accord. Et en fait, en partenariat avec la région Nouvelle-Aquitaine et l'ADREAL, l'objectif de ces rencontres, qui sont une première pour la région Nouvelle-Aquitaine, c'est en fait de faire rencontrer les territoires qui sont en besoin de solutions pour engager leur politique de transition énergétique et des apporteurs de solutions. D'accord, bon, ça sera un espace d'échange et de rencontre un peu inédit au final. En fait, oui, c'est une première en Nouvelle-Aquitaine et donc à ce titre-là, c'est vraiment créer un lieu d'échange, de rencontre et surtout de détection de solutions et de méthodes pour que les territoires aillent plus loin encore dans leur démarche à énergie positive. D'accord, bon, c'est une première en Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que ça existe déjà ailleurs en France ? Alors à ma connaissance, non, mais bon, parce que je suis un peu chauvin, je vais dire que non, on est les premiers à le mettre en œuvre à l'échelle des directions régionales. Mais ceci dit, il y a d'autres rencontres de ce type-là. Nous, on a vraiment axé sur le caractère opérationnel des rencontres entre les apporteurs de solutions et les clients, entre guillemets, que sont les territoires à énergie positive. D'accord, eh ben, merci Mathieu, j'espère qu'on aura un compte-rendu dans une prochaine émission. Promis, merci d'être venu à Poitiers en tout cas. Avec plaisir, merci Mathieu. À mes côtés se tient Gwenaël Guillon-Varc. Bonjour Gwenaël. Alors Gwenaël, vous êtes directeur de l'action régionale Ouest et référent économie circulaire. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre action ? Alors 2 missions principales. La première, donc, c'est de manager les 7 directions régionales de l'ouest de la France, donc sur les 13 métropolitaines. Et deuxième mission, c'est d'assurer le lien entre l'ensemble des directions régionales et notre direction nationale qui se consacre à l'économie circulaire. D'accord. Alors le gouvernement a dévoilé au printemps une feuille de route économie circulaire. J'en ai déjà rapidement parlé dans une autre émission, mais en quoi ça consiste exactement ? Alors cette feuille de route en fait elle est constituée d'une 50aine de mesures, donc en 4 parties. Une première partie plutôt sur la production de produits et de services durables, une deuxième partie sur la consommation durable, donc c'est tout ce qu'on achète au quotidien, de faire en sorte que ce soit des produits durables. La troisième partie est consacrée à la gestion des déchets. D'accord. Et la dernière, c'est la mobilisation de tous les acteurs, je crois qu'on y reviendra. Oui, parce que les entreprises sont concernées.
aussi. Absolument, toutes les entreprises sont concernées. D'ailleurs, quand on regarde sur les 50 mesures, il y en a presque une quarantaine où les entreprises interviennent, plus ou moins directement. D'accord, ok. Ces mesures, comment est-ce qu'elles vont être appliquées au final quelles sont-elles et comment vont-elles être appliquées? Alors, c'est des mesures qui, pour la plupart, sont assez concrètes et qui peuvent parler effectivement aux citoyens. Je vais prendre quelques exemples si vous voulez bien. Bien sûr. Par exemple, lorsqu'on a envie d'acheter un produit, lorsqu'on fait ses courses, eh bien, on a parfois du mal à identifier l'impact environnemental de ce qu'on achète. Eh bien, l'idée, c'est en fait de disposer d'un véritable affichage environnemental qui nous permettra de faire les meilleurs choix. Donc, quelque chose de très concret, effectivement, donc pour le consommateur. Une autre mesure très concrète, ça concerne simplement vous savez, les poubelles, la couleur des poubelles que nous utilisons tous les jours. On sait bien que lorsqu'on se déplace dans des régions différentes ou même des territoires différents, eh bien les couleurs des poubelles ne sont pas les mêmes, les tris sont différents. L'idée, c'est d'harmoniser tout cela pour que ce soit beaucoup plus évident pour chacun d'entre nous, y compris lorsqu'on se déplace. D'accord. Du coup, c'est toutes ces mesures qui sont dans cette feuille de route, elles s'appliquent aux institutions, aux collectivités. Comment ça fonctionne en fait Alors en fait, l'économie circulaire, c'est l'affaire de tous. Ouais. Donc il faut mobiliser tous les acteurs. C'est ce qui fait justement l'objet de la 4e partie de la feuille de route économie circulaire. D'accord. Donc on y trouve les entreprises, on les a citées, on y trouve nous, consommateurs, citoyens, on y trouve les collectivités, les associations, bref, c'est toutes les parties prenantes qui sont mobilisées pour la réussite de la feuille de route. D'accord, mais alors du coup, justement, l'ADEME est partenaire d'une journée qui est organisée par la DREAL qui est consacrée à la présentation de la FREC, c'est ça? J'ai beaucoup de mots un petit peu compliqués, donc vous allez peut-être pouvoir nous éclaircir là-dessus. Alors la FREC, c'est bien la feuille de route économie circulaire. Alors effectivement, le 15 novembre prochain à Poitiers, donc on réunit l'ensemble des acteurs concernés. Vous voyez, ils sont nombreux, c'est ce qu'on disait juste avant. Donc pour justement aller plus loin dans cette mobilisation et voir comment pouvoir concrétiser cette feuille de route sur les territoires de Nouvelle-Aquitaine. Très bien, merci Gwenaël. Merci à vous. Dans les TEPOS, Mathieu nous a expliqué qu'on combinait les économies d'énergie et la production d'énergie renouvelable. Et bien justement, nous allons maintenant parler de ces fameuses énergies renouvelables avec Samuel. Voici la chronique exemple à suivre. Onde verte, exemple à suivre. Bonjour Samuel. Bonjour Florent. Alors Samuel, vous travaillez au pôle transition énergétique. Oui, c'est ça, et je suis plus particulièrement les projets et les opérations qui se déroulent dans le département de la Vienne. D'accord, alors vous souhaitiez nous présenter une opération exemplaire qui a été réalisée à Vivonne. Oui, c'est une opération qui concerne un ESAT, c'est-à-dire c'est un établissement médico-social qui a pour objectif l'insertion des professionnels, des personnes handicapées. D'accord, alors on vous écoute, expliquez-nous. Donc il s'agit donc de l'ESAT Henri Buchet. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'ESAT en fait dépend d'une association qui est la Page 86. C'est un ESAT qui est situé donc au sud de Poitiers, à Vivonne, et il accueille 127 travailleurs handicapés répartis dans 4 bâtiments qui sont construits donc en 82 et 91. Il y a notamment des bureaux, un atelier, une menuiserie, et tous ces bâtiments sont chauffés à l'énergie fioul. Étaient chauffés à l'énergie fioul. D'accord, oui, parce que le fioul, c'est une énergie fossile, donc j'imagine bien que le sujet tourne autour de ça. Absolument, c'est bien ça. Et précisément, donc c'est une énergie fossile donc qui coûte cher et qui émet également beaucoup de dioxyde de carbone, qui est le fameux CO2 dont on parle, qui est responsable en partie du réchauffement climatique. Bon, vous l'avez dit, été. Bon, j'imagine que si on applique le principe de la transition énergétique, au revoir le fioul, c'est réglé. Alors effectivement, ils ont abandonné l'énergie fioul pour passer en fait à l'énergie bois. Ils ont mis en place notamment une chaufferie automatique fonctionnant au bois déchiqueté. Ok. Mais du coup, quel est l'intérêt du bois? Parce que quand on le brûle, on émet aussi du CO2 de toute manière. Donc on considère que le CO2 émis lors de la combustion du bois est compensé par le CO2 pris pour la croissance en fait. Donc on est sur un bilan qui est neutre. D'accord. Bon, alors j'imagine que pour les ZAT, ça permet d'avoir un coût plus stable et maîtrisé. Est-ce que vous avez des chiffres là-dessus? Alors oui, exactement. Donc l'économie annuelle pour les ZAT est de 50 000 euros. Donc, et sur le plan énergétique, l'opération a permis donc de substituer 47 tonnes de fioul et d'éviter l'émission de 150 tonnes de CO2. Donc le bois dont on parle provient des forêts locales ou comment ça fonctionne? Alors c'est justement l'un des points forts et les plus remarquables en fait de cette opération, c'est que le bois provient pour l'essentiel en fait des déchets de l'ESAT. Donc j'ai dit en commençant et en présentant l'opération qu'il y avait une menuiserie dans cet établissement. Oui. Donc les déchets en fait de bois issus de la menuiserie vont être utilisés pour la chaudière en tant que telle. Alors par contre, ça ne suffit pas. Donc il y a un recyclage également des palettes et un recyclage de déchets verts pour la production donc de plaquettes forestières. Enfin, l'ESAT a également démarché des entreprises et des collectivités pour récupérer d'autres déchets de bois.
Donc on est vraiment sur une micro-filière de recyclage du bois qui a été mise en place et donc c'est ce qui a permis en fait aujourd'hui d'alimenter plusieurs chaufferies bois dont les ZAT est propriétaire. Donc on est vraiment dans un très beau projet d'économie circulaire. Très bien, merci Samuel pour ce bel exemple. Onde verte. Dis-nous tout sur... J'accueille maintenant Jean-Philippe pour parler de mobilité et plus particulièrement des déplacements professionnels. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Florent. Alors, on ne se place pas sur le cas des trajets domicile-travail, comme c'est le cas pour le challenge de la mobilité cette fois. Tout à fait. Le dispositif dont on va parler s'adresse au déplacement domicile-travail. Et en fait, il a été créé parce que il a pour but de répondre à 3 chiffres importants qui concernent le déplacement professionnel. C'est que 40% du parc de véhicules qui circulent en France vient du parc des sociétés et ça représente 1/5 du parc, 6 millions de véhicules. Et ensuite, pour les structures publiques et privées qui sont concernées par les flottes de véhicules, ça représente le 2e poste de dépense après les salaires, les déplacements professionnels. D'accord. Alors du coup, pour optimiser un petit peu l'utilisation de véhicules professionnels, est-ce que c'est difficile à mettre en œuvre ? Non, c'est assez simple à mettre en œuvre. Le dispositif porte sur 3 axes de travail, sur le véhicule, le conducteur et l'organisation et le management. Donc sur le véhicule, l'idée derrière, c'est d'organiser une optimisation de tout ce qui concerne la maintenance, le suivi du parc et le suivi de véhicules. Ça peut aller jusqu'au renouvellement du parc avec plutôt une utilisation de moteurs qui serait moins impactant pour l'environnement, moins émetteur de gaz à effet de serre. Sur le conducteur, on est plutôt sur la sensibilisation et de la formation à de l'éco-conduite. Et sur l'organisation et le management, on peut aller explorer des voies comme l'utilisation de la visioconférence, voire aller bien au-delà si on arrive à mettre en place les outils juridiques. La mutualisation de flotte avec d'autres structures, publiques ou privées, qui sont proches du lieu, et c'est ça qui peut être intéressant. Donc c'est sur ces sujets-là que l'ADEME intervient. De quelle manière ? Alors, l'ADEME intervient effectivement pour accompagner les structures publiques ou privées qui disposent d'une flotte, on va dire de plus de 20 véhicules. Oui. Et l'ADEME intervient à la fois parce qu'elle est l'interlocuteur privilégié du dispositif et parce que nous sommes en train aujourd'hui de sélectionner un bureau d'études expert sur le sujet qui nous aidera à accompagner directement les collectivités, puisque le dispositif nécessite 2 choses. Il faut d'abord un engagement de la structure publique ou privée à travers sa direction, la nomination d'un référent qui sera notre interlocuteur et l'interlocuteur du bureau d'études que nous choisirons pour accompagner les structures publiques ou privées. D'accord. Et donc l'idée derrière, c'est d'analyser avec nos outils MobiliPro, d'analyser les déplacements professionnels de la structure, la gestion de la flotte de véhicules. Donc ça, il vaut mieux, avec tous les indicateurs qui sont derrière associés à l'outil, il vaut mieux s'associer et s'appuyer auprès d'un expert qui sera le bureau d'études pour la structure. Et ensuite, il faut pouvoir aussi mettre un plan d'action pour répondre à ce diagnostic qui sera réalisé. D'accord. Donc, voilà. Ok. Donc ça, c'est le dispositif MobiliPro. Donc pour ceux qui sont intéressés, comment ça se passe ? Ils vous appellent directement ? Alors, ils peuvent effectivement nous contacter directement. Nous avons aussi des partenaires qui sont les collectivités, qui peuvent être des collectivités TEPOS, qui sont engagées dans des dispositifs comme Citergy, ou pour lesquels nous avons des relais qui sont financés par l'ADEME sur le sujet de la mobilité et qui sont chargés aussi de mobiliser les structures publiques et privées disposant de flottes conséquentes sur leur territoire pour les inciter à rentrer dans le dispositif MobiliPro et faire des économies à la fois d'énergie et des économies financières. D'accord, merci Jean-Philippe. Bon, décidément, l'ADEME Nouvelle-Aquitaine innove, n'est-ce pas Sylvain, qui vient de nous rejoindre ? Oui, on est toujours à la recherche et curieux de nouveaux projets comme ce que vient d'évoquer Jean-Philippe. Alors justement, pour votre billet d'humeur qui démarre tout de suite, je mets le petit jingle quand même. Onde verte, le billet de Sylvain. Alors du coup, comment ça se passe ? Est-ce que vous allez nous parler à nouveau de votre grand-mère de 102 ans ? Alors oui, Florent, je vous ai parlé de ma grand-mère le mois dernier. J'espère que ce ne sera pas un sujet d'actualité pour elle, parce que je vais vous parler d'obsèques écologiques.
D'accord. Alors je vous ai préparé un petit bullet là-dessus. Donc à l'ADEME, on parle d'empreinte environnementale, de cycle de vie du produit, du berceau à la tombe, d'économie circulaire. Eh bien, il faut savoir que nos funérailles ont des impacts importants et toutes ces activités ce sont vraiment des impacts qu'il ne faut pas négliger. Et je vais m'appuyer sur l'étude réalisée en 2017 par la Fondation des services funéraires de la ville de Paris sur l'ensemble de cycle de vie d'un service funéraire, de la prise du corps jusqu'à sa décomposition, en comparant inhumation et incinération. Et tout a été pris en compte. Les matières premières, la logistique, les transports, les consommations d'énergie, la production de déchets. Je vous parle là comme si on parlait de cycle de vie, de produits éco-responsables, comme on l'a vu dans des émissions précédentes. En tout cas, les résultats sont précis. La crémation nécessite en moyenne 42 mètres cubes de gaz, génère 1 kg de déchets dangereux, ainsi que 1 kg de déchets valorisables, tels que les chutes de bois ou les métaux issus de prothèses. Pour l'inhumation, ce sont les lieux de sépulture qui ont le plus d'impact. En fait, entretenir un cimetière, construire un caveau, poser des monuments, des décors et souvent utiliser du granit qui est importé, eh bien tout ça a un impact fort, même avant le choix du cercueil. Donc au final, une inhumation équivaut à 3,6 crémations. D'accord. Alors vous allez me demander comment on va rendre ce moment douloureux le plus écologique. Eh bien en fait, Florent, le rite funéraire le moins impactant se révèle être l'inhumation en pleine terre, c'est-à-dire sans caveau ni monument. Il affiche une empreinte carbone légèrement inférieure à la crémation. Les gains environnementaux, ils vont surtout être à rechercher sur les accessoires, les décors, les tissus synthétiques intérieurs, les poignées, les vernis, tout ce qu'on va appliquer lors de l'utilisation du cercueil. Et d'un autre côté, les crématoriums travaillent également eux aussi à la mise en place de systèmes de récupération de chaleur. Donc, il y a des impacts très très importants et des expérimentations sont menées aussi, en dehors des exemples que je viens de vous citer. Les cimetières travaillent aussi sur l'abandon de produits phytosanitaires et réalisent aussi des transformations fromagères. Et dans notre région, il y a une ville comme la ville de Niort qui a été la première en France à intégrer ces cimetières dans son agenda 21. Alors cela s'est traduit par la création d'espaces de verdure, l'interdiction des fleurs artificielles et même la signature par les familles d'une charte par laquelle elles s'engagent à éviter, dans la mesure du possible, les soins nécessitant des produits toxiques pour la conservation des corps. Donc c'est évidemment un sujet qui mérite beaucoup de délicatesse, de subtilité. Mais je le ramène à ma grand-mère, c'est pas elle qui à 102 ans va être la seule concernée, on est tous concernés, donc c'est aussi un moment de la vie où on a un impact fort. Merci Sylvain, j'ai appris beaucoup de choses. Bon, c'est pas facile d'enchaîner sur ce sujet, le sujet suivant, parce que j'accueille Marie-Jeanne qui va nous parler de déchets. Bonjour Marie-Jeanne. Bonjour Florent. Alors allez-y. Oui, effectivement, c'est pas facile d'enchaîner, mais bon, ce que je constate, c'est que nos interventions se complètent avec Sylvain, mais moi je profite du moment présent, ou en tout cas quelques semaines, quelques mois. Et du coup, oui, je voudrais parler de déchets et puis de semaine européenne de réduction des déchets. Tout à fait. 2018. La semaine de réduction des déchets, cette année, ce sera du 17 au 25 novembre. Donc semaine européenne de réduction des déchets ou CERD pour les intimes. Donc ça se passe partout en France. Ça se passe partout en France, effectivement, et un peu plus largement en Europe, dans les 26 sur 28 pays européens. Mais si on en revient effectivement à partout en France, c'est une action qui a été initiée il y a un peu plus de 10 ans en France elle-même et par l'ADEME elle-même. Donc on est content de cette réussite. Et le principe, pour faire simple, il y a 2 étapes. La première étape, c'est on essaye de mobiliser un certain nombre d'associations, de collectivités, d'entreprises, de particuliers aussi, pour qu'ils organisent, entre le 17 et le 25 novembre, une petite action de sensibilisation à la réduction des déchets. D'accord. Donc première étape. Deuxième étape, ensuite, mobiliser le public, tous les publics concernés, pour qu'ils participent à ces animations. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples justement d'animations qui sont proposées cette année ? Alors, c'est extrêmement varié. Alors, je pourrais pas tout citer, bien sûr. Bien sûr, mais... d'autant plus que le programme s'étoffe au fur et à mesure que le temps passe. Oui. Donc aujourd'hui, on va parler de ces animations-là. Mais voilà, moi, ce que je recommande en général, c'est pour ceux qui sont intéressés de participer, c'est de regarder quelques jours avant pour voir l'étendue de ce qui se passe à côté de chez eux. Mais par exemple, donc à Égletons en Corrèze, il y aura une exposition. Donc les épouvantails du recyclage pour apprendre à recycler et à réemployer, en fait, limiter les déchets là aussi. D'accord.
À Poitiers, ce sera des portes ouvertes assez classiques des centres de tri. À l'Escar, par exemple, dans les Pyrénées-Atlantiques, ce sera un centre de compostage qui ouvre ses postes. Compostage assez large. D'accord. Saint-Laurent-de-Médoc, par exemple, à côté de Bordeaux, des opérations de lutte contre le gaspillage alimentaire. À Bourganeuf, en Creuse, c'est un salon de la réduction et du tri pour les déchets. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, on essaye d'animer toute l'année pour qu'il y ait des actions qui se passent. Et on retrouve généralement d'une année sur l'autre des porteurs de projets fidèles et avec qui ça fonctionne bien, justement. D'accord, donc beaucoup d'animations de plus en plus à l'occasion de la semaine européenne de réduction des déchets. En tout cas, c'est une liste qui donne envie. On rappelle le site où tout le monde peut s'informer des actions. Alors, c'est cerd.adem.fr. Très bien, merci Marie-Jeanne. Merci Florent. J'en profite pour remercier également Sylvain pour son billet d'humeur. À très bientôt à tous les deux. Ainsi s'achève la 7e édition de Onde Verte, le Maginfo de l'ADEME. On se retrouve très vite. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur nouvelle-aquitaine.adem.fr et sur la page Facebook ADEME Nouvelle-Aquitaine. À bientôt. Retrouvez Onde Verte, le Maginfo de l'ADEME, en podcast sur nouvelle-aquitaine.adem.fr et sur la page Facebook ADEME Nouvelle-Aquitaine.